Bienvenue dans ce nouveau Zoom de TV Liberté. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Axel Tisserand. Axel Tisserand, vous êtes agrégé de lettres classiques, docteur de l'école pratique des hautes études. Vous avez publié tout récemment 2 ouvrages que je signale. Le premier, La Voix capétienne, aux éditions de Flore. Et vous avez également consacré une étude à un tragique malentendu, donc la querelle entre Bernanos et Charles Maurras, également aux éditions de Flore. Précisément, vous êtes un spécialiste de Charles Maurras. Vous avez édité les lettres des Jeux Olympiques aux éditions Garnier-Flammarion. Vous avez également édité la très précieuse correspondance de Charles Maurras avec l'abbé Penon, Dieu et le roi. C'était aux éditions Privat. Et vous nous revenez donc tout récemment avec une préface à ce qui constitue un grand classique de l'histoire des idées et de la philosophie politique, Mes idées politiques de Charles Maurras, que vous avez donc préfacé, mais également annoté. C'est un recueil donc certes volumineux, mais en même temps très clair, qui expose de manière très nette les grands axes de la pensée de Charles Maurras. Alors précisément, pour commencer à en discuter, c'est assez étonnant, mais l'avant-propos, qui est très connu d'ailleurs de cet ouvrage-là, avant-propos de Charles Maurras, donc, s'intitule La politique naturelle. Et l'idée de nature court dans tout l'ouvrage, j'ai fait un petit relevé, non pas exhaustif, mais d'abord la conclusion de l'avant-propos, la politique naturelle, s'intitule La nature et l'homme. Et puis au cours du livre, par exemple, de la biologie à la politique, la patrie de point fait de nature, ou bien l'ordre économique et l'ordre de la nature, etc., etc., etc. C'est quand même très étrange, Axel Tisserand, que Maurras associe à ce point autant la politique à la nature, alors que traditionnellement, au moins en notre temps, on aurait tendance à dire que la politique est ressortie du domaine de la culture et pas de la nature. C'est quoi cette notion de nature chez Charles Maurras ? Tout d'abord, bonjour Rémi Soulier, très heureux de communier avec cette émission, à ce Zoom. La notion de nature chez Maurras ne s'oppose pas à celle de culture, comme on peut le voir par exemple en nature et culture, en bac terminal, en philosophie, etc. La notion de nature renvoie plutôt à celle d'ordre chez Maurras, d'ordre naturel, de principes naturels, et donc la culture elle-même fait partie de cet ordre naturel au sens où l'homme est appelé par sa nature à un ordre culturel et à ce que Maurras appellera la civilisation. La Maurras s'inscrit dans toute une tradition aristotélo-thomiste, enfin l'Antiquité et le thomisme. C'est pour ça qu'il fait autant référence effectivement à la notion de nature qui aujourd'hui est également suremployée. Mais là, Pierre Manon a fait des travaux sur l'ordre naturel, la loi naturelle justement très intéressant à ce propos. Elle est aujourd'hui employée, mais en fait pourrait être détournée de son sens, puisque la nature correspond au fait que l'homme n'aurait plus de nature humaine, mais qu'il pourrait s'éparpiller en tant de ses désirs, et que la nature humaine, en fait, ce serait cet éclatement. Alors pour Maurras, au contraire, la nature humaine répond à un ordre. Alors, Maurras, vous le savez, était agnostique, c'est-à-dire, non pas il était athée, il ne faut pas confondre les deux sens. Agnostique, celui qui ne conclut pas, d'un point de vue métaphysique. Il ne se prononce sur pas. Sur l'existence de Dieu. Donc, on ne peut pas dire que cet ordre naturel pour lui est fondé en Dieu. Néanmoins, il est fondé dans les lois, il observe les lois permanentes de la société, comme les lois permanentes de la nature au sens premier du terme. Alors justement, quelles sont-elles, ces lois de la société et ces lois, au fond, anthropologiques, puisque les deux sont liés. Donc, on ne sait pas donc sur quel fondement, en tout cas il n'y a pas de fondement absolu, divin disons, a priori à cette idée de nature. En revanche, il y a un certain nombre d'expériences, c'est un mot cher à Charles Maurras, d'expériences de la nature, d'expériences de l'histoire et d'expériences de l'homme qui justifient cette notion-là. Maurras est le grand promoteur de la notion d'empirisme organisateur. Donc est-ce à partir de cela, comment à partir de ce sens de l'expérience, on peut donner des éléments qui constituent cet ordre naturel et qui fondent cette anthropologie? Il étudie l'ordre des sociétés, il étudie l'ordre anthropologique à partir déjà, par exemple, de la notion d'être humain et de la notion de famille, puisque pour lui, la famille est à la base de la société. Et pas l'individu. Et pas l'individu. La famille, pourquoi ? Parce que dans la famille que l'homme s'épanouit, qu'à sa naissance, le petit homme mourrait s'il était seul. Donc, il voit comment l'être humain, effectivement, ne s'épanouit qu'à l'intérieur d'une famille. Et cela conclut à la notion d'inégalité protectrice, c'est-à-dire qu'effectivement, pour lui, la société est fondée sur une inégalité qui n'est pas une valeur en soi. L'égalité n'est pas une valeur en soi, mais c'est ce qui permet précisément à la société de grandir, au petit homme de grandir, à la famille également de se répartir en communauté en cité. Donc c'est cette inégalité protectrice qu'il observe quand il analyse les sociétés, et il le fait à partir, bien évidemment,
de tout son bagage intellectuel de l'époque. Bon, déjà, bien sûr, saint Thomas d'Aquin, oui. qu'il a beaucoup étudié quand il était adolescent, mais également Comte, Taine, Le Play. Oui. Le Play qui a beaucoup d'importance, la sociologie de la famille chez Le Play. Donc, effectivement, à partir de tous ces auteurs, il remarque, alors que tous ces auteurs partent de présupposés différents, des présupposés strictement scientifiques chez Comte, par exemple, ou Le Play, des présupposés plus religieux, théologiques chez Thomas d'Aquin, ils en arrivent tous à la même conclusion, effectivement, à savoir que la société est un organisme fondé sur une inégalité, mais une égalité, encore une fois, qui est là pour protéger et faire s'épanouir les humains et non pas pour les asservir. Et dans quelle mesure, en conséquence, la société est forcément conçue d'une manière hiérarchisée ? Est-ce que la notion de hiérarchie, chez Maurras, vient s'opposer à la notion d'égalité, au moins juridique, telle qu'elle est définie dans les sociétés dites démocratiques et libérales ? Si effectivement, pour Maurras, tout être humain ne vaut pas tout autre être humain d'un point de vue sociologique. Non pas d'un point de vue de la dignité, et c'est important que ce texte de la politique naturelle, qui est la préface, mais des politiques, précisément, c'est le texte, à mon avis, le plus fondamental en anthropologie chez Maurras. Ils font d'égale dignité des êtres humains entre eux. Et ils recourent à la notion de personne, oui. Une personne qui a été définie d'ailleurs dès l'Antiquité par Boès, ensuite par saint Thomas, par toute la tradition médiévale, et qu'il reprend effectivement toutes les personnes humaines, quelles qu'elles soient, quelques classes sociales qu'elles appartiennent, quelques pays ou quelques races entre guillemets auxquelles elles peuvent s'appartenir, elles sont toutes d'une dignité égale. En revanche, le service qu'elles peuvent rendre, leur capacité personnelle, le service qu'elles peuvent rendre, et donc les droits qu'elles peuvent avoir dans la société ne doivent pas être les mêmes. Et on le voit par exemple dans la relation parent-enfant. Les enfants n'ont pas les mêmes droits que les parents. Le jeune mineur n'a pas les mêmes droits que le majeur. Bon, cette inégalité protectrice, la société encore aujourd'hui, malgré le fait que nous vivons dans une démocratie égalitariste, cette société la conçoit encore très bien. Mais elle est impensable, cette différence de traitement, entre guillemets, quand on sort, j'entends pour les modernes, quand on sort du cadre familial, on ne peut pas considérer qu'il y ait des êtres, que cette forme de minorité, ça renvoie tout simplement à l'esprit des Lumières, à Kant, que se passe-t-il au moment des Lumières, eh bien l'homme devient majeur. Bon, c'est une vision un peu particulière des choses, mais on pourrait reprocher à Maurras de considérer qu'au fond, il continue à infantiliser les hommes avec un roi en haut, un roi père, et puis des sujets qui seraient des enfants, et donc bon, c'est une manière enfin, il est possible de lire Charles Maurras en ce sens-là. Oui, ce serait quand même une caricature. Il est vrai que Maurras, il n'est pas le seul ni le premier. Voit dans le roi le père de la patrie, le père de ses sujets. C'est parce que les rois eux-mêmes se considéraient comme tels, mais c'est pas un père infantilisant. Au contraire, chez Maurras, les citoyens, ou ce qu'on appelait les sujets dans l'Ancien Régime, oui. Les citoyens, au contraire, avaient beaucoup plus de droits et de ce qu'on appelait les privilèges à l'époque, c'est-à-dire de liberté, qu'ils peuvent en avoir aujourd'hui dans une république jacobine. Donc il ne s'agit absolument pas pour Maurras d'infantiliser rien. Au contraire, il trouve que c'est la république jacobine qui a fait des sujets libres du roi, des administrés, c'est-à-dire des numéros matricules. On y matricule enseignement à l'armée quand il y avait le service national, on l'est également à la sécurité sociale, on l'est sur la carte d'électeur. Enfin bon, on est devenu un numéro matricule. Pour Maurras, effectivement, cela est le fruit de l'égalitarisme jacobin. Alors cette anthropologie, lorsque on raisonne de manière un peu philosophique, et lorsqu'on raisonnait des philosophes comme Hobbes, comme d'autres, parfois dans le climat, dans le milieu qui est le nôtre, et qui reste néanmoins chrétien, bien entendu, je dis néanmoins parce que malgré la déchristianisation, la sécularisation, tout ce que l'on voudra, la définition anthropologique de l'homme est fondée sur le péché originel. Je veux dire par là qu'il y a au fondement de l'exercice de la liberté humaine quelque chose de sombre, quelque chose qui est en quelque sorte vicié ou maléficié, pourrait-on dire. Et donc, certains philosophes considèrent que l'homme est naturellement, puisqu'on parlait de nature, mauvais. D'autres, Rousseau, considèrent qu'il est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Comment Maurras, l'agnostique, se positionne-t-il à l'égard de cette vision ? Maurras n'est pas un penseur du péché original, c'est sûr. Il ne faut pas reposer sa sociologie d'anthropologie sur une pensée du péché originel. Il ne fait pas non plus reposer cela sur une pensée de l'état de nature. Car Hobbes ou Rousseau sont des frères ennemis. L'un comme l'autre font reposer la notion de l'homme sur la notion d'état de nature, qui renvoie à la notion d'individu, là encore. À partir du moment où Maurras pense l'individu inséré dans une famille, où c'est la famille qui donne sens à
à ce petit roi, parce qu'il l'appelle ce petit roi, ce nouveau-né, mais en même temps, ce petit roi va grandir grâce à sa place dans la famille puis dans la société. Maurras ne pense pas en termes d'état de nature, et pour lui, il n'y a pas de lutte originelle, il n'y a pas de corruption non plus par la société. Oui. Pour lui, l'homme est fini, d'être fini au sens d'une finitude, la finitude humaine. Il ne peut pas tout, il doit obéir à des lois s'il veut se libérer. La liberté, c'est le fait de s'appuyer sur des lois pour ensuite pouvoir s'en affranchir autant qu'il est permis. Mais il n'y a pas effectivement de pensée de l'état de nature comme on peut l'avoir chez Hobbes ou chez Rousseau. Voilà, et il n'y a pas non plus de pessimisme ontologique radical comme on peut l'avoir dans d'autres pensées. Le mystère auquel Maurras se heurtait toute sa vie jusqu'à la fin, c'est le mystère du mal. Oui. Voilà, bien sûr, pour un chrétien, il y a un rapport avec le péché originel. Maurras, qui était chrétien au sens où il a reçu toute une culture chrétienne, mais qui, à l'adolescence, avait perdu la foi, pour lui, effectivement, le mal devenait un mystère inacceptable. Pour lui, effectivement, c'est quelque chose sur lequel il a buté toute sa vie, c'est contre l'existence même du mal. Il ne comprenait pas pourquoi l'être humain qui était appelé à la lumière et à la bonté, en cela, était confronté au mal, qu'il le faisait et qu'il le subissait. Bien sûr. Alors, cet ouvrage, donc, Mes idées politiques de Charles Maurras, que vous retrouverez dans la boutique de TV Liberté, est également très riche parce que il permet de sortir des idées reçues que l'on a sur Charles Maurras, comme le penseur doctrinaire, comme étant le penseur de la monarchie, bon, ce qu'il est, le penseur de la monarchie, bien entendu. Néanmoins, il aborde dans ce livre-là quantité de thèmes. La loi, vous l'avez dit, la propriété, le droit. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Maurras, non pas dans chacun de ces thèmes, ça va de soi, mais dans la manière de les aborder, ce regard panoramique qu'il porte sur les grands sujets de la philosophie politique, comment peut-on le définir ? C'est très difficile, bien entendu, mais oui. Est-ce qu'il y a une orientation particulière ? Est-ce qu'on peut résumer un peu sa manière d'envisager, par exemple, les rapports sociaux, par exemple la liberté, l'usage que l'on peut en faire ? En quoi se distingue-t-il des pensées libérales ou bien des pensées socialistes ? Qui était très actuel à son époque. Bien effectivement, sûr. Il connaissait mieux qu'on ne croit. Je crois que le fil rouge, enfin le continuum de sa pensée, c'est comment permettre au sein de la société le meilleur épanouissement possible de l'homme, que ce soit en économie, que ce soit en histoire, que ce soit en politique. Voilà, je crois que c'est ça le continuum qu'il y a dans ces articles. Alors cet ouvrage est un ouvrage composé à partir d'articles de Maurras. Maurras était à l'époque en prison. C'est Fayard qui a eu l'idée de faire un recueil des articles qui exposeraient les grandes idées politiques de Maurras. C'est Pierre Chardon, alias Raphaël Stéphanie, qui avait déjà fait la contre-encyclopédie, qui est le dictionnaire politique critique, qui s'est attelé au travail. Là, c'est une mini-encyclopédie, et Maurras lui-même la traite de petites sommes. Oui, c'est une très bonne formule. Hein. Qui est toujours aussi une allusion, bien sûr, à Saint-Thomas d'Aquin. Donc, et dans cette petite somme, je crois effectivement que le continuum, c'est ça, c'est comment rechercher les conditions de meilleur épanouissement de l'homme dans la société, de l'homme social. Et puis ensuite, avec toute cette préface, et cette recherche également sur la question de la liberté de l'homme personnel, également de chacun d'entre nous. Alors ce qui est très intéressant aussi dans cet ouvrage-là, et qui apparaît de manière très claire, me semble-t-il, et qui contribue à donner de Charles Maurras une image qui n'est peut-être pas la plus répandue, c'est le grand souci qu'il a de la question sociale et de la question ouvrière. Là aussi, quel est le positionnement d'abord pour quelles raisons Maurras est-il aussi attentif à la situation sociale, politique des plus humbles, des ouvriers, de la classe ouvrière ? Pourquoi ces préoccupations sociales chez Maurras et quelles sont-elles ? Il faut dire que Maurras traverse toute une époque, donc de la fin 19e jusqu'au milieu du 20e, où cette question s'est posée, n'a pas été résolue. Il a travaillé très tôt donc chez disciples de Leplet sur la question sociale. Oui. Il a été un lecteur de Comte qui voulait, entre guillemets, établir le prolétariat, c'est-à-dire effectivement faire que le prolétariat ne soit plus cette classe, traitée comme une classe parasitaire alors qu'elle est fondamentale pour nourrir la société. Et même exclue de la nation, totalement exclue de la nation. Le prolétariat était étranger. Il a, au début du XXe siècle également, donné son accord à des dialogues avec les anarcho-syndicalistes, qui remettaient eux aussi en cause la République jacobine. C'est le moment des cercles Proudhon. Proudhon, le moment des cercles Proudhon. Alors, il est vrai qu'après la guerre 14-18 et ce qui s'est ensuite, la question sociale a été un peu mise de côté à l'Action française, parce qu'il y avait la question géopolitique, la question de politique étrangère, l'Union soviétique, l'Allemagne nazie qui petit à petit
Bon, elle a été mise au second plan, mais elle est toujours restée quand même présente dans la pensée de Maurras, et on le voit effectivement dans les idées politiques, où là il s'attaque vraiment, on voit qu'il connaît assez bien Marx d'ailleurs, oui, il s'attaque, et puis il écrit ça également en pleine période du Front Populaire. Ouais. Donc il veut, je pense, également montrer que l'Action française et lui-même ont un souci d'établissement du prolétariat que ni le libéralisme, ni le capitalisme avec son isme despotique, comme il dit, ni le socialisme démocratique ne peuvent résoudre. Je tiens également à dire que parallèlement aux mêmes périodes, le jeune comte de Paris écrit un livre qui s'appelle Le Prolétariat, et il écrit à l'époque encore sous l'influence de l'Action française et de Maurras. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler, alors éventuellement d'antilibéralisme, je crois que c'est fondé. Est-ce qu'on peut parler également d'anticapitalisme de la part de l'Action française ou est-ce excessif? Alors, ce serait excessif de parler d'anticapitalisme si on veut par là penser que l'Action française voulait instaurer une société où il n'y aurait pas de la liberté du capital. Bien évidemment, non. Quand Maurras critique le isme despotique capitaliste, c'est que le capitalisme ne doit pas être le seul à promulguer ses lois dans l'ignorance ou dans le mépris de la classe des travailleurs. Hein. Donc, il s'oriente plutôt vers une société de collaboration des classes. Ça sera le corporatisme, qui a eu différentes versions au XXe siècle. Applications, oui. Voilà. Mais il faut ajouter que le corporatisme de Maurras, c'est pas du tout aucun rapport avec le corporatisme moussolinien, puisque le corporatisme moussolinien, en fait, est un étatisme. Hein, c'est l'État qui règle tout, alors que chez Maurras, au contraire, c'est la libre disposition, libre organisation, plus exactement, des métiers. Hein, donc, il n'y a aucun rapport entre l'étatisme de l'État fasciste et la volonté corporatiste de l'Action française de Maurras. Bien sûr, d'autant plus qu'un des grands thèmes de la pensée de Charles Maurras et de son action, c'est celui qu'il a appelé la décentralisation. La décentralisation, c'est par là qu'il commence. Maurras est un fédéraliste. Il vient à la monarchie par le fédéralisme. Exactement. Hein, et c'est en ceci que le roi est, dans son esprit, le fédérateur des peuples de France. Enfin, même des républiques françaises. Des républiques françaises. Voilà. Comme dit Maurras, je suis 36 000 fois plus républicain que vous, autant qu'il y a de communes en France. Absolument. Alors, ce qui est également très frappant, quand on lit mes idées politiques, et ce qui en fait un livre contemporain, si j'ose dire, c'est également le regard qu'il porte sur le régime démocratique et libéral, précisément. C'est-à-dire qu'il voit très bien en quoi ce régime est une plutocratie, il voit très bien en quoi ce régime est oligarchique. Oui. C'est un Maurras qui est quasiment, même si c'est déjà la réalité qu'il a sous les yeux. Néanmoins, ces caractéristiques-là du régime ont été en s'amplifiant, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est quasiment un Maurras visionnaire que l'on a aussi dans mes idées politiques. Oui, c'est un Maurras qui dénonce tout le clientélisme, qui dénonce le séparatisme politique, économique, financier, qui dénonce le fait que le peuple français, en fait, est la dupe d'un régime où on lui donne un bulletin de vote pour lui faire croire qu'il est libre, et en revanche, on lui prive de toutes ses libertés réelles et concrètes entre deux élections. Et même, en fait, durant le jour même des élections, Maurras montre très bien que l'électeur, en fait, est quelque chose de schizophrène. D'un côté, il appartient au pays réel, parce qu'il a ses soucis quotidiens, son travail, sa famille, il vit dans une province, il a une culture particulière. Et de l'autre côté, on lui demande de voter pour des candidats qui ne le représenteront pas véritablement. Et là, il se transforme en acteur du pays légal, alors que ce n'est pas du tout son intérêt. Absolument. C'est une distinction qui court aussi, qui est très importante dans la pensée de Maurras, et qui également court dans l'histoire. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous voit souvent pays légal et pays réel, en disant que d'un côté, la société civile, de l'autre, il y a la classe politique ou oligarchique. Mais en fait, cette division, cette fracture se fait au sein même de chaque Français en tant qu'il est électeur dans un régime de la République, effectivement. On a parlé du fédéralisme, de la décentralisation et de leur rôle, entre guillemets, moteur dans la découverte de la figure du roi dans la pensée de Charles Maurras. En quoi la figure du roi, puisque Maurras est évidemment le théoricien du nationalisme intégral, de la monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire, décentralisée, comment le roi peut-il faire figure à la fois de pacificateur et de fédérateur. Quelle en est la vision? Alors, il y a plusieurs caractéristiques à cela. Premièrement, c'est parce que le roi est au-dessus des autres, au-dessus de la société civile. Il est extérieur à la société au sens où il n'est pas partie prenante. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ce qu'il est et le reste de la société. Donc il peut effectivement, quand il doit décider, il peut décider effectivement en fonction de ce qui lui apparaît, tout est faillible bien sûr, mais de ce qui apparaît être le bien commun, l'intérêt général des citoyens. Le roi prend également ses décisions dans ses conseils, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Le roi est une personne, mais il n'y a pas de pouvoir personnel au sens où c'est seulement son caprice. C'est ce qui distingue précisément le tyran du roi. Et puis également, le roi limite son pouvoir au domaine régalien
ou sinon il peut également, dans les domaines économiques, il l'aborde, il peut également faire une œuvre d'organisation, une œuvre de compensation, mais il limite l'État à ses pouvoirs essentiels. Donc l'État n'est pas tenté, effectivement, de voler, de monopoliser aux citoyens leurs droits et leurs libertés fondamentales. Précisément, ce rôle de l'État a pris de plus en plus de place dans les sociétés modernes. Au moment où Charles Maurras écrit, vous le rappelez, les années 30, puis ensuite la guerre et l'après-guerre, nous avons eu deux grands totalitarismes, le national-socialisme, le bolchevisme. La voie maurassienne est une voie étroite, au fond, puisqu'il récuse l'organisation démocratique libérale ou bourgeoise des sociétés, et il récuse, évidemment, de manière très claire et sans aucune espèce d'ambiguïté, la voie totalitaire, qui elle-même est une voie éminemment moderne, d'ailleurs. Cette ligne de crête, comment Maurras l'a-t-il suivie? Parce qu'il y a chez Maurras à la fois cette attention très forte à l'actualité, c'est le Maurras journaliste, c'est le Maurras éditorialiste, et puis il y a le Maurras penseur, théoricien, voire le Maurras poète, écrivain. Comment voyait-il ce fil-là, qui est très ténu? Comment voyait-il même, dirais-je, cette chance-là pour la France et pour les Français? Il la voyait à partir d'abord de son expérience d'homme politique. Il faut comprendre que Maurras... c'est pour ça que j'en venais à la construction de ce livre. C'est pas un livre théorique au sens où il aurait écrit, à part la préface bien sûr. Oui, c'est pas un traité théorique. Voilà, donc il a pratiqué l'empêchement exateur en fait comme journaliste, c'est-à-dire qu'il est toujours parlé de l'actualité pour essayer de fonder sa pensée politique. Donc c'est toujours à partir du fil de l'actualité qu'il a essayé de penser, de ce laboratoire qu'est l'histoire, et l'histoire en acte quand c'est l'actualité, pour penser le régime politique. Et il a toujours effectivement essayé de choisir une ligne de crête très difficile. Pourquoi? Parce que effectivement pour lui la vérité politique n'était plus honorée de son temps parce qu'elle était partait depuis les eaux de la Révolution française dans des extrêmes qui la contredisaient et qui étaient préjudiciables aux Français. Et de même que la démocratie libérale elle-même était considérée comme une vase du prime. Alors, voilà, il l'a conçu ainsi. Mais bon, il est vrai que sur le plan politique, il y avait un échec. Oui, enfin, en tout cas, bien sûr, mais un combat qui a été héroïque à certains égards, bien entendu. Vous avez parlé de cet agnosticisme de Maurras. Je reviens à l'idée monarchique. L'idée monarchique en France est évidemment, et même l'idée monarchique traditionnelle, pourrait-on dire, au sens le plus universel qui soit, est liée, bien entendu, à l'idée religieuse, et donc pas de roi sans sacre, en quelque sorte. Est-ce que dans le milieu d'Action française, vous avez consacré un livre, je le disais, à Bernanos, la querelle entre Bernanos et Maurras, est-ce que l'agnosticisme de Maurras l'a embarrassé lui-même ou l'a entravé lui-même dans sa conception de la monarchie française? Je veux dire par là, était-il très libre à l'égard ou trop libre à l'égard de la pensée de l'Église, enfin, et du sacre, ou bien en avait-il une juste approche? Maurras, comme je disais tout à l'heure, a observé les conclusions, enfin le fait que des penseurs à la fois agnostiques et chrétiens, théologiens, arrivaient aux mêmes conclusions. Donc il a essayé d'en dégager ce qu'il a appelé un compromis laïque très tôt, c'est-à-dire de discerner les lois de la société et les lois de la politique sur lesquelles tout le monde puisse s'entendre. Puisque déjà, dans sa jeunesse, il n'y avait plus d'accord théologique ou d'accord philosophique. La Révolution française était passée par là, il y avait le positivisme, il y avait déjà le début du socialisme, et bon, il y avait un renouveau chrétien, c'est vrai, mais le christianisme n'était plus la pensée dominante. La fragmentation de la société était acquise. Donc effectivement, est-ce que ça l'a gêné? Il n'a jamais essayé de penser. Non, il a jamais essayé de penser la monarchie à partir effectivement du sacre, à partir d'un principe théologique. Ça, c'est Boutan qui l'a fait plus tard, son disciple, qui est un grand penseur du sacre. Il montre le paradoxe du sacre, comment le sacre à la fois fait du roi un roi chrétien évidemment, mais en même temps lui donne son autonomie, garantit l'autonomie du politique. Je rappelle à ce propos, c'est tout le paradoxe du sacre. Absolument. Je rappelle à ce propos que vous avez publié un ouvrage consacré à Pierre Boutan aux éditions Pardès, dans la collection Qui suis-je, qui est tout à fait remarquable. Mais Boutan, lui, n'est pas Maurras, lui n'est pas du tout un penseur du sacre. Alors bien sûr, ça l'a ennuyé non pas personnellement, puisqu'il a essayé de démontrer la monarchie un peu effectivement comme intérêt, mais là aussi, on fait de Maurras un positiviste pour ça, c'est faux. Démontrer la monarchie de manière géométrique, c'est pas chez Comte, c'est chez Joseph de Maistre. On peut pas accuser Joseph de Maistre d'être un non-croyant, d'être un athée ou d'être un agnostique. Donc démontrer ainsi la monarchie dans De la France de Joseph de Maistre. Donc, mais Maurras, par honnêteté intellectuelle, a décidé d'en rester là. N'a pas essayé effectivement de fonder la monarchie sur autre chose que l'empirisme organisateur.
Oui, c'est aussi une des distinctions, on l'a beaucoup dit avec Charles Péguy, vous avez évoqué ce parallèle Bernanos-Maurras, c'est aussi une manière différente d'approcher l'idée monarchique ou l'idée de l'unité chez Maurras et chez Péguy. Donc toujours aussi ce lien entre la littérature et la politique. Alors, il est vrai qu'on peut penser qu'il y a un peu une sorte de sécheresse chez Maurras au point de vue politique, mais elle est bien compensée par toute sa poésie, par tous ses romans, par toutes ses nouvelles et ses souvenirs. Donc cette sécheresse scientifique, méthodologique, n'est pas son dernier mot, effectivement, mais il y a une volonté, effectivement, d'honnêteté intellectuelle et de refuser de fonder la monarchie sur autre chose que ce qui dégageait l'intérêt national. Bien, merci beaucoup, Axel Tisserand. Le temps passe très vite. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Charles Maurras, Mes idées politiques, que vous avez donc préfacé et annoté. Je disais combien les notes étaient éclairantes, et c'est pourquoi cette édition est particulièrement précieuse, aux éditions de Flore. Merci beaucoup, Axel Tisserand, et à très bientôt.